matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. La flèche de Notre-Dame qui s'effondre en flammes. Cette photo fait la une de la quasi-totalité de vos quotidiens. Ce matin, la charpente de la cathédrale était un joyau de l'architecture médiévale. Les poutres les plus anciennes étaient vieilles de 8 siècles. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Vous êtes évidemment le monsieur histoire d'Europe 1. On vous retrouve d'habitude tous les matins pour la chronique C'est historique un peu avant 6h15. Ce matin, vous êtes notre invité de 6h20. Comment l'historien que vous êtes réagit ce matin, quelques heures après ça? Vous devez être un peu ébranlé. Mais ce qu'il y a de frappant, c'est de se... Vous savez, c'est un peu comme à la fin d'une histoire, mais c'est pas la fin d'une histoire, il faut s'en souvenir. On se repasse le film, c'est-à-dire qu'on revoit tous les grands moments, on repense à tout ce qu'a traversé ce bâtiment qui est exceptionnel, qui a été lancé en 163. Il a fallu presque 2 siècles pour le parachever. Pourquoi il a fallu 2 siècles pour le parachever? Parce que à l'époque, c'était des techniques de construction, c'était tellement compliqué de bâtir ce bâtiment. C'est compliqué, et puis c'était presque des innovations technologiques pour l'époque. Vous savez, on a commencé à avoir ce qu'on appelait le style roman. C'était les premières églises vers le 9e siècle, 10e siècle. Et puis il y a des gens en Bourgogne, ils ont dit on va essayer un nouveau style en essayant d'élever encore plus les voûtes. Et donc là, ça a demandé des nouvelles techniques, c'était le roman bourguignon. Et on a commencé tout d'un coup, on a eu une idée, on va faire des voûtes brisées. Et c'est ça qui a permis l'émergence du gothique et qui a permis ces cathédrales comme celle de Notre-Dame de Paris qui s'élèvent encore plus haut que les autres. Et c'est pour ça que c'était des monuments qui à l'époque étaient gigantesques, qui demandaient une technique, des calculs, une ingénierie énorme. Eva Roch. je lisais ce matin, notamment dans le Parisien, on ne connaît pas l'architecte en fait qui est à l'origine de ce bâtiment. Oui, par contre, on connaît le commanditaire. Oui. Hein, c'était l'archevêque de Paris, Sully, et qui a été le fondateur. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer même qu'il y en a plusieurs qui se sont succédés, qui avaient des techniciens spécialisés différents, les uns préparant la charpente, les autres préparant les objets d'art, d'autres préparant la façade, parce que la façade par moment a été peinte. Donc il y avait vraiment, j'allais dire, des dizaines et des dizaines de métiers qui étaient engagés dans la construction de ce bâtiment. Et donc, on a pris du temps parce qu'ensuite, on s'est rendu compte que peut-être le jeu des calculs qui avait été fait avec les arcs n'était pas suffisant. Et donc, il a fallu rajouter les arcs boutants. Donc, vous voyez que cette technique, cette construction, ça a pris beaucoup de temps. Ça a été un work in progress, comme on dit en fait. Il y a eu différentes étapes avec des techniques différentes. Exactement. Et comme en même temps, le bâtiment a bougé, parce que suivant les régimes politiques, ils s'en sont plus ou moins occupés. Alors, bien sûr, les rois s'en occupaient. Quand il y avait un décès royal, en général, ils transitaient par Notre-Dame de Paris. Quand il y avait ce qu'on appelait une entrée solennelle du roi, vous savez, parfois le roi revenait de longs voyages, il faisait une entrée solennelle dans Paris, donc il partait généralement de la Porte Saint-Denis et il allait jusqu'à à Notre-Dame de Paris. Donc ça, c'était mais à la fin, Louis XIV, il préfère Versailles, il préfère les Invalides, donc il ne va pas beaucoup investir. Louis XV, il construit Sainte-Geneviève dans Paris. Vous savez, aujourd'hui, c'est le Panthéon Sainte-Geneviève. Donc il va investir plus là-dedans. Donc ils vont un peu délaisser Notre-Dame. Et c'est pour ça qu'au début du 19e siècle, on se dit, mais cette église, elle n'est pas dans un bel état. Victor Hugo, quand il en parle, il la visite dans les années 1820. Il dit, mais c'est pas possible, ce bâtiment, on le délaisse. Il faut faire quelque chose. C'est ce qu'il écrit dans le début de Notre-Dame de Paris. Vous vous souvenez du mot qui fonde son idée? Il voit une inscription en grec sur un des murs de la cathédrale. Il y a écrit « fatalité ». Ça, je l'avais oublié. Je vous avoue que je l'avais oublié, ça, Fabrice. Heureusement que vous êtes là pour nous le rappeler. Bonne nouvelle, ce matin, il y en a une quand même. Les œuvres d'art, la couronne d'épines et le trésor de la cathédrale ont pu être apparemment sauvés des flammes. Quelle est la valeur de ce patrimoine-là? Écoutez, pour la couronne d'épines, on le sait puisqu'on l'a achetée. C'est le roi Saint-Louis, rappelez-vous, qui avait fait des croisades, et donc il est allé vers la Terre Sainte en espérant trouver des objets ayant appartenu au Christ. Et on lui a vendu la couronne d'épines qu'il a payé 145 000 livres tournois. J'ai pas eu le temps de faire la conversion en euros. Mais ça fait certainement beaucoup. Mais ça faisait très beaucoup, comme dirait l'autre. Très beaucoup. Alors on craint pour la structure de la cathédrale, Fabrice, parce que donc on a parlé de la charpente qui a brûlé en grande partie. C'était tout en bois. Alors ça explique que ça ait brûlé si facilement. On l'appelait la forêt. On l'appelait la forêt. Pourquoi? Parce qu'il a fallu 1300 chênes. Oui, vous imaginez, pour construire cette charpente, pour mettre en place tous ces bois. Elle avait eu déjà, au Moyen-Âge, il y a eu un moment où elle a en partie brûlé, donc on l'a reconstruite en 1220. Et puis il y a eu d'autres moments où il a fallu la renforcer. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la flèche faite par Viollet-le-Duc en 1862. L'occasion de dire aux gens qui seraient à 6h22 aussi, qui ont pu voir hier le message de Donald Trump qui disait pourquoi on ne balance pas de l'eau par la voie aérienne. En fait, il y a eu une explication à ça, évidemment. C'était qu'on ne peut pas, la structure est trop fragile pour ça. Ça aurait
aurait tout détruit en Exactement, ce qu'on décrivait, le jeu de rapport de force entre l'arc brisé, les colonnes, les murs et puis les arcs-boutants, c'est très fragile et la pierre est fragile. Est-ce que, donc si on arrive à préserver la structure, les vitraux, est-ce qu'on va pouvoir sauver les vitraux ou est-ce que les vitraux... Apparemment, la grande rosace serait préservée. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que... Oui, parce que vu les images d'hier, on et puis on sait tous que très souvent, les vitraux sont joints par du plomb. C'était la vieille technique qu'on avait, c'était un métal qui chauffe, qui fondait à une température assez basse, le plomb. Donc en voyant les images hier, on se disait, c'est pas possible, ça va s'effondrer. Mais apparemment, ça aurait été préservé. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais vraisemblablement la grande rosace serait sauvée. On a dit l'importance historique évidemment de Notre-Dame pour les rois de France, mais dans l'histoire contemporaine, nos dirigeants ont continué à aller à Notre-Dame, à se rendre, il s'est passé des choses. Mais oui, Notre-Dame est devenue, il faut le dire, c'est une église de la nation. Déjà, statutairement, avec la séparation de l'église et de l'État en 1905, les églises sont la propriété de l'État. Ensuite, elles sont confiées à l'église de France qui s'en occupe au jour le jour, mais ce sont des bâtiments nationaux. Et puis, dès 1894, la veuve de Sadi Carnot, qui venait d'être assassinée, demande à ce qu'il y ait une cérémonie en l'honneur de son mari à Notre-Dame. Et cette république laïque, anticléricale, on dira ce qu'on veut, elle accepte qu'il y ait cette cérémonie. Et ça va s'enchaîner, ça va être la même chose pour Paul Doumer, ça va être la même chose pour le commandant Charcot, on a oublié, le grand explorateur des pôles, il aura des obsèques, des funérailles nationales qui passent par Notre-Dame de Paris. Et puis plus récemment, il faut se souvenir de De Gaulle en 1970 qui meurt, cette cérémonie qui a lieu alors qu'il a déjà été enterré à Colombey-les-Deux-Églises. Le monde entier était là. Haïlé Sélassié, Richard Nixon, Madame Kennedy était là. Et puis un peu plus tard, 4 ans plus tard, c'est Georges Pompidou qui meurt. À nouveau, funérailles nationales. Et puis pour dire, on a parlé de la droite, parlons maintenant de la gauche. François Mitterrand, exactement, en 1996, il fait l'objet d'une messe solennelle à Notre-Dame et on a ce peuple socialiste qui se retrouve devant cette église et qui pour le coup ne critique pas. Et puis on aura les petits couacs, Jacques Chirac qui décide de communier à Notre-Dame, qui est filmé. Alors tout de suite la polémique, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Et puis il y a aussi, il faut le dire, les grands moments de la nation, quand il y a vous savez, l'avion d'Air France de Rio, voilà, en 2009, on a eu ce moment tout solennel où on s'est tous retrouvés, cette messe solennelle qui a valu aussi une minute de silence. Emmanuel Macron a souhaité qu'on fasse appel au plus grand talent pour la reconstruction de l'Église. De quel talent s'agit-il? Et surtout, est-ce qu'on a ces talents aujourd'hui? Est-ce qu'on a des ferronniers spécialisés? Enfin, est-ce que ça existe? On peut les retrouver, ces talents? Oui, on a cette chance en France d'avoir des techniciens et des vrais professionnels de la restauration du patrimoine, tous ces métiers d'art qui ont des écoles spécialisées. Alors, on connaît certaines, par exemple, pour le bois dont on parlait. Il y a l'école Boulle, qui est un des principaux lieux de formation. Mais ensuite, les compagnons de France voilà, aussi, exactement. Il y a aussi tout l'apprentissage, il faut le dire, parce que je pense que ça va être un lieu d'implication pour énormément de gens et je pense de jeunes gens. Et ça va donner du travail à des jeunes gens aussi. Exactement, et ça va être un moment. Et c'est vrai qu'il y a eu des exemples à l'étranger de drames similaires. Je pensais à Windsor, le château de Windsor. Vous vous souvenez, il y a eu un incendie en 1992. Il a fallu 5 ans pour le reconstruire, mais on y est parvenu. Et je crois que c'est aussi très beau de faire cette restauration.